chères intervenantes, cher public ici présent à la salle Alfred Grosser de la Maison Heinrich Heine et devant vos écrans. Je suis ravie de vous accueillir ce soir à l'occasion des 30 ans de la réunification allemande à une discussion sur la RDA après la RDA. Des Allemands de l'Est racontent. Tel est le titre que mesdames Agnès Arp, qu'on voit et que je salue sur l'écran, et Elisa Gudin-Steinmann ont donné à leur livre paru cette année aux éditions Nouveau Monde. Les deux auteurs, toutes les deux chercheuses, nous proposent une histoire de la transition entre deux sociétés et nous invitent à ouvrir le débat sur un autre modèle d'organisation sociale. Il est indéniable que les 40 années d'existence de la RDA ont laissé des traces très prégnantes et que ces citoyens ont tous été obligés de se réinventer après 1989-90. Il est vrai aussi qu'il n'existe pas un seul grand récit de la RDA. 30 ans après la réunification, il est peut-être temps de proposer un autre discours que celui des manuels d'histoire sur la RDA et de dresser un état des lieux de la situation sociale, culturelle et économique des nouveaux Länder en laissant une place au témoignage de celles et ceux qui ont vécu de l'autre côté du mur. Ce qui unit les citoyens de l'ex-RDA que nous avons interrogés, disent les deux auteurs, est le sentiment d'absence irrémédiable laissé par l'État disparu, englouti par un autre, que cette absence soit vécue positivement ou non, ainsi que la vie, partagée par tous, à l'exception d'une personne, que c'est une bonne chose que la RDA n'existe plus. Ils se réjouissent avant tout de la liberté offerte par l'unification, même s'ils la relativisent au regard des inégalités croissantes qui en limitent la réalité au quotidien. Fin de citation. Quelles traces de la RDA restent perceptibles dans le quotidien des Allemands de l'Est aujourd'hui, dans les types de solidarité, dans la conception du travail, de la famille, dans la place donnée à l'art ou encore dans le vote? Voici quelques-unes des questions que se sont posées Agnès Arp et Elisa Gudin-Steinmann au moment d'écrire cette nouvelle histoire de la RDA après la RDA. Avant de leur passer la parole, je voudrais citer un autre passage très intéressant en simplifiant un peu le contexte. Ça se trouve à la page 329. On nous demande toujours « Mais d'où venez-vous » pour savoir si nous avons une légitimité à parler de l'Est. Cette question ne se pose pas pour d'autres champs d'études. De plus, les historiens de l'Europe de l'Est ne considèrent que rarement la RDA comme un élément de leur champ d'investigation. À cause de la division, puis l'unification, elle a eu une destinée à part. Mais elle n'est pas non plus une partie du camp occidental. D'une certaine façon, elle n'est donc pas assez de l'Ouest pour l'Ouest et pas assez de l'Est pour l'Est. Ce sont de telles observations qui rendent la lecture de ce livre particulièrement intéressante. Je suis donc heureuse que nous ayons la chance ce soir à la Maison Heinrich Heine de vous offrir ce débat avec les deux auteurs. Tout d'abord, Madame Elisa Gudin-Steinmann, maître de conférences en civilisation allemande contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle et, comme on voit, en présentiel, et connectée par Zoom depuis Berlin, je pense. Depuis Jena. Depuis Jena, pardon. Madame Agnès Arp, chercheuse en histoire contemporaine à l'université Friedrich Schiller de Jena. Elle est spécialiste de la RDA, de la période de la transformation et de l'histoire orale. Malheureusement, Agnès Arp n'a pas pu venir par le contexte que vous connaissez tous. Et je pense que tout le monde le regrette. Mais merci d'être là de cette façon. Et last but not least, je vous présente une autre chercheuse, Madame Carola Hähnel-Ménard, maître de conférences en études germaniques à l'Université de Lille, elle aussi spécialiste de la RDA, dont elle est originaire. Et cette fois-ci, c'était Erfurt.
c'est ça. Et Carola Henel-Ménard sera la modératrice de cette soirée. Je vous remercie très chaleureusement d'être venu depuis Lille. Ce n'était pas très évident, je sais, pour être en présentiel devant le public de la Maison Heinrich Heine et devant les écrans aussi. Et maintenant, je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup, Christiane, pour cette introduction. Je suis également particulièrement contente de pouvoir animer ce soir ce débat sur un sujet qui, évidemment, me parle beaucoup. Je suis très contente, et je pense qu'Elisa et Agnès également, de voir que la salle est presque pleine, en fait. Et qu'effectivement, la RDA est un sujet ou la RDA après la RDA est un sujet qui intéresse. L'écrivain Stefan Heym disait à un moment qu'il craignait que la RDA ne soit plus qu'une note infrapaginale de l'histoire. Donc, effectivement, peut-être aussi ce genre de livres qui font revivre des expériences est-allemandes particulières participent à ce que la RDA reste quand même dans l'histoire. Alors c'est un livre qui est sorti effectivement aussi à l'occasion des 30 ans de la chute du mur, pardon, ça y est, ça commence, 30 ans de la réunification que nous venons de commémorer il y a quelques jours, le 3 octobre, et le hasard du calendrier veut que nous sommes aujourd'hui le 7 octobre, anniversaire des 71 ans de la fondation de la RDA. Et le livre fait d'une certaine manière le lien un peu entre les deux, c'est-à-dire il s'interroge effectivement comment les souvenirs de la RDA sont remémorés, sont racontés aujourd'hui, c'est-à-dire comment d'anciens Allemands de l'Est racontent leur histoire aujourd'hui. Il pose la question des traces de la RDA, comme ça vient d'être dit, quelles sont les traces aujourd'hui dans notre société de cette société est-allemande qui a duré qui a existé pendant 40 ans. Il livre un bilan très complet, et je pense que c'est aussi très important pour un public francophone. Un bilan très complet de toutes les problématiques qui ont pu suivre effectivement la réunification allemande d'un point de vue est-allemand, que ça concerne l'économie, la culture, les relations sociales. Et c'est important effectivement que ça existe également pour un lecteur francophone, pas forcément germaniste ou spécialiste de ces questions. Et puis, voilà, c'est un livre, et c'est pas le moindre mérite, qui donne la parole justement aux Allemands de l'Est, qui, comme l'a formulé la journaliste Jana Hensel à un moment, ont été mis sur le divan régulièrement. On les a essayé de les expliquer, de les interpréter, et enfin, maintenant, on leur donne également la parole, on leur permet de s'exprimer. Et donc un livre aussi, dernier point, qui s'inscrit effectivement dans un paysage de la recherche qui assez divers, mais qui a été longuement dominé ou longtemps dominé par les théories sur le totalitarisme. Bien qu'il existe, dès les années 90, également des chercheurs qui privilégient déjà à l'époque l'histoire sociale, l'histoire orale, mais ça a eu du mal à s'imposer, et on y reviendra évidemment en détail. Donc c'est un livre aussi qui, d'un point de vue de la recherche, veut se faire le porte-parole des recherches les plus récentes sur la RDA dans ce domaine. Et qui souhaite justement écrire l'histoire d'en bas, donc s'intéresser moins aux institutions, à l'appareil de répression, mais de donner la parole aux personnes qui ont vécu la RDA, indépendamment du vécu d'ailleurs, que ce soit vécu de façon positive ou négative. Donc une première question, peut-être aussi à nos deux auteurs.
Quand est-ce que vous avez eu l'idée de ce livre? Comment l'idée est née d'écrire un livre comme ça sur voilà, la RDA après la RDA? Est-ce qu'il y avait un déclic particulier? Est-ce que... Bon, ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus, hein, vous êtes vraiment spécialiste de la question, mais comment l'idée de ce livre-là est née? L'idée est venue de l'éditrice au départ, qui est dans la salle, d'écrire un livre pour... les 30 ans de la chute du mur au départ, puis finalement ce sera pour les 30 ans de l'unification. Mais en fait, l'idée était de parler de la RDA aujourd'hui, et pas de faire un énième livre d'histoire de la RDA. Et quand elle m'a parlé de ce projet, j'ai pensé à Agnès, parce que je savais qu'elle travaillait en histoire orale, donc elle avait l'habitude, elle avait cette méthodologie des récits de vie, de travailler à partir de récits de vie en histoire du quotidien. Et je voulais justement que ce soit un livre qui donne toute la densité biographique pour qu'on comprenne un peu ce qu'a représenté le moment 89-90 concrètement dans des parcours biographiques. Donc Agnès pourra expliquer comment elle a procédé, mais c'est de ce projet-là et de cette volonté-là qu'est née la collaboration du coup avec Agnès. On se connaissait par ailleurs depuis longtemps. Mais peut-être, voilà, tu peux expliquer après comment comme la méthode des entretiens. Oui, Agnès, oui. C'est un peu étrange de communiquer avec vous sans voir le public, mais bon, voilà, Il est là. Comme ça. Merci de... je me sens très loin de vous, mais Carola, oui, donc effectivement, quand Elisa m'a demandé, j'étais très, très heureuse de pouvoir participer à ce projet, sachant que toutes les deux, on a très vite, on était vraiment sur la même longueur d'onde par rapport à cette idée de donner une forme d'état des lieux de ce que c'était que l'Allemagne de l'Est 30 ans après, finalement, par rapport à ce passé qu'est la RDA. Et donc, voilà, on va revenir sur les intentions du livre, mais ça a été un échange très dense et très, très enrichissant pendant 2 ans entre nous deux. Aller à la rencontre des gens, enfin des personnes, des Allemands de l'Est, c'est très simple pour moi. Je vis ici depuis 20 ans. Elisa vient régulièrement à l'Est, mais c'est évidemment pas aussi facile que quand on est sur place. Et sincèrement, pour parler de ce dont nous parlons dans ce livre, il suffit de me retourner pour dire les choses de manière un peu simple et d'écouter, tout simplement, d'écouter ce que les gens ont à dire et de prendre le temps d'enregistrer ces témoignages. Et peut-être si je peux ajouter quelque chose, au-delà de cette méthode d'ancrer le livre dans l'histoire orale, il y avait d'autres aspects méthodologiques qui étaient importants pour ce livre, qui était de l'ancrer beaucoup aussi dans ce qu'on appelle l'histoire du quotidien. Pour ceux qui ne sont pas familiers de ce concept-là, l'histoire du quotidien, au départ, c'est un concept inventé par des historiens allemands, Alltagsgeschichte, qui consiste à justement, le premier livre un peu significatif sur ça, c'est un livre sur les bonnes au tournant du siècle, où pour la première fois, une historienne allemande ne considérait plus les bonnes comme une sorte d'envers du décor pour avoir des informations sur la vie bourgeoise, etc., ou comme objet de fantasmes qu'on projette sur qu'est-ce que c'est que mais vraiment pour elle-même, c'est-à-dire savoir comment elle avait vécu les choses. Et ça a été le début de ce renversement des choses, d'essayer de vraiment partir du quotidien des gens qui avaient vécu en RDA. Et ces gens qui, finalement, quand ils lisent ensuite des livres d'histoire sur la RDA ou quand ils vont au musée de la RDA à Berlin, se sentent très loin de tout ce qu'ils voient ou de tout ce qu'ils lisent, ou de certains films, parce que ce n'est pas du tout le quotidien qu'eux avaient vécu. Donc ça, c'est un point méthodologique qui était important pour nous. Et puis, je suis influencée aussi par ce qu'on appelle les théories post-coloniales, c'est-à-dire l'idée on l'explique à la fin du livre, de qu'est-ce que c'est écrire l'histoire
de façon post-coloniale, c'est pas essayer d'inverser le centre et la périphérie, de faire que la périphérie soit au centre, c'est essayer de faire qu'il n'y ait plus de centre et de renoncer à ce paradigme-là. Donc pour la RDA, par exemple, ça veut dire essayer de ne pas raconter l'histoire de cet État-là avec des catégories d'analyse de la RFA. Et ça, c'est vraiment très important comme changement. À mes yeux, c'est un changement radical dans la façon dont on écrit l'histoire. C'est quelque chose qui est relativement récent. Vous avez parlé des théories du totalitarisme. On a beaucoup, au départ, comparé la RDA avec le nazisme, essayé d'établir comme ça. Donc ça a donné parfois des résultats qui pouvaient être intéressants, mais en tout cas, c'était vraiment toujours à charge. Et on avait toujours cette image que ce qui est important à retenir, c'est l'appareil de répression, la Stasi, qui bien sûr existait. Personne ne remet en cause ça. Le caractère, la RDA, c'était sûrement un des États les plus... où la dictature était la plus dure du bloc de l'Est, ça, aucun doute là-dessus, mais ça n'était justement pas que ça. Et je donne parfois cette question, mais si on racontait l'histoire de la RFA en racontant que la police, les juges fédéraux, la traque de la Rote Armee Fraktion, tout le monde dirait, enfin, c'était pas que ça. Et là, voilà, on avait envie de justement montrer tout le reste, donc l'histoire du quotidien, l'histoire de ce qui reste dans les mémoires aussi, de l'éducation, du sport, du logement, d'un certain rapport au travail, d'un certain mode de relation entre les femmes et les hommes, etc. Donc c'était ça l'objectif. C'est pour ça que l'histoire orale était nécessaire. C'était pas concevable de l'écrire sans donner la parole à des citoyens de RDA. Très bien, merci. On reviendra de toute façon en détail encore à ce vécu et à ces pratiques sociales dont vous parlez largement et qui se sont d'une certaine manière maintenues. Mais ce qui peut être intéressant au début aussi pour nous, pour notre public, c'est de savoir comment vous avez constitué finalement ce corpus. Donc si j'ai bien compris, c'est Agnès qui a fait les entretiens. Comment tu as constitué effectivement les personnes que tu as interviewées? Est-ce qu'il y avait des critères, catégories d'âge? Comment tu les as rencontrées? Alors, effectivement, moi, je mène des entretiens biographiques depuis que j'ai ma thèse, donc depuis presque 20 ans. Et c'est effectivement important d'avoir une certaine harmonie dans le sample constitué. Donc, il était important pour nous d'avoir autant de femmes que d'hommes, d'avoir un nombre égal de personnes nées dans les années 30, dans les années 40, 50, 60 et 70. Donc j'ai rencontré une trentaine de personnes pour faire ce livre. Des rencontres, ça s'est fait de manière très différente, des rencontres fortuites, des entretiens que j'ai pu mener dans le cadre d'autres projets de recherche, par exemple sur les assistants sociaux et en RDA. J'ai par hasard rencontré un ancien officier de la Stasi qui s'est mené au jeu et que j'ai écouté pendant presque 7 heures à Berlin. Et qui est important aussi dans notre livre parce qu'il était, pour en venir un peu à l'origine sociale de ces personnes, il nous semblait effectivement nécessaire d'avoir un éventail assez large, d'avoir des personnes qui étaient plus ou moins proches du régime autrefois, mais aussi on a quelqu'un qui a été placé, né en 1970, c'est la plus jeune de notre corpus, qui est enfant placé et qui se retrouve à la chute du mur complètement livrée à elle-même et face à une très grande précarité. La personne la plus âgée est née en 1925. Elle a connu la Deuxième Guerre mondiale, elle faisait partie des SS et raconte comme ça son développement professionnel dans les années 50 et 60, évidemment avec une toute autre prisme que quelqu'un né dans les années 50 qui va, elle, ne connaître que ce pays et grandir et intégrer tout
qui a fait la symbolique de cet État socialiste qui se mettait en place dès 1945 finalement. Donc ces personnes, elles habitent dans plein de villes différentes, aujourd'hui en Allemagne de l'Est. Elles sont issues des Sudètes, de Berlin, de Jena. Enfin, on essaie de proposer un certain éventail aussi géographique. Et elles se sont toutes prêtées au jeu c'est très simple finalement l'histoire, en tout cas c'est cette école allemande de l'histoire orale que j'ai appris ici auprès de Lutz Niethammer, et je voulais faire un clin d'œil à ce que disait Elisa tout à l'heure à propos des bonnes, parce que l'historienne qui a fait sa thèse à l'époque sur les bonnes en histoire du quotidien a écrit son habilitation de recherche sur la génération, c'est Dorothée Wirling, pour ne pas la nommer, une grande historienne allemande de l'histoire orale, de l'histoire du quotidien, qui a donc écrit un livre très, très, très dense et très, très fort sur la génération 1. Donc celle qui est née, toutes ces personnes nées en 1950 en RDA. Et ça, typiquement, c'est un livre qui est sorti il y a 18 ans, je dirais, et qui n'a pas du tout connu le succès qu'il méritait à l'époque, parce qu'on était dans une vision très, très totalitaire de l'histoire de la RDA. Est-ce que j'ai répondu à la question sur les corpus? Oui, juste pour insister un peu, il y a donc différentes générations, une parité, et puis aussi différents milieux sociaux. C'était important aussi d'avoir différents milieux sociaux pour pouvoir avoir, ça prétend à aucune exhaustivité, bien sûr, mais on voulait à la fois des gens proches du régime et des gens victimes. Il y a une personne qui, à 19 ans, se retrouve en prison pendant 1 an, juste parce qu'il avait le livre 1984 d'Orwell, et il ne savait pas que c'était interdit. Il passe 1 an à 19 ans en prison, ça lui a foutu en l'air sa jeunesse, enfin voilà. Donc de ça jusqu'à quelqu'un qui était un officier de la Stasi et qui, lui, est encore porteur d'une certaine nostalgie, c'est le seul. Mais donc il y a tout l'éventail un petit peu de la distance ou de la proximité au régime, l'éventail des classes sociales. Et puis c'est aussi le livre, il est aussi une réflexion sur les générations. Qu'est-ce que c'est qu'une génération, du coup, ouais. Et du coup, justement, oui. Excuse-moi, Carola, juste peut-être une petite précision sur... On a 3 personnes qui étaient travailleurs sociaux en RDA, 3 femmes donc qui travaillaient à l'ADAS, aux services sociaux de 3 villes différentes. Et ça, j'aimerais juste préciser que c'est pas du tout évident de recueillir ces témoignages, parce que c'est aujourd'hui en Allemagne un groupe social qui de par tout ce qu'on a appris sur les conditions de vie des enfants placés en institution, donc des conditions très dures et parfois d'une brutalité extrême, qui du coup sont vraiment dans le rouge et ont de très mauvaise réputation, pour ainsi dire. Et en même temps, tout ce que ces personnes ont... évidemment qu'elles avaient des grilles de lecture très, très socialistes aussi. Quand elles allaient s'occuper d'enfants, c'était avec un regard, comment dire, assez marqué par comment éduque-t-on un enfant en RDA, et donc les faire parler de tout ça, c'est assez exceptionnel, et en même temps ça en dit aussi, elles peuvent parler aussi avec une grande comment dire, j'allais dire dureté, en tout cas une grande un témoignage qu'on entend rarement sur ce qui se passe en 89-90, et c'est précisément ces gens-là qui vont dans ces familles qui tout d'un coup partent à l'ouest et laissent tout en plan, laissent tout derrière elles, et en laissant aussi parfois leurs enfants. Et ça, c'est une période qui les a profondément marqués, évidemment, comme on peut s'imaginer.
et dont elles ne se remettent pas, ou du moins mal. Bref, voilà, parenthèse est close. Merci. Mais justement, c'était un exemple, je crois qu'Elysia, tu en avais parlé aussi à un moment, qui montre aussi cette rupture, la force de cette rupture de 89. En fait, s'imaginer les familles, effectivement, de partir à l'ouest et de laisser les enfants... Enfin, je ne sais pas, peut-être tu peux encore dire quelques mots là-dessus. Je pense qu'on est incapable aujourd'hui d'imaginer la force, la puissance de cette rupture biographique qu'ont vécu beaucoup de gens. Et puis, en fait, tout change d'un coup. Toutes les règles du jeu social, le contenu de votre frigo, enfin, tout devient différent en 2 ans. L'endroit où vous avez travaillé pendant des décennies, parfois, qui vous semblait parfaitement stable, parfaitement fonctionner, on vous explique tout à coup que ça ferme, et ça n'a plus de... Et c'est vraiment incroyable d'imaginer là ce que ça ferait si tout à coup toutes les règles, toutes les pratiques sociales changeaient. Et il y a un chiffre que je cite souvent, mais qui est vraiment parlant pour montrer l'ampleur du choc. C'est qu'en 1994, le taux d'enfants par femme dans donc les nouveaux lenders, l'ancienne RDA, tombe à 0,77 enfants. On n'a jamais enregistré un score si bas dans aucun endroit du monde, à aucune époque, sauf au Vatican. Mais c'est pour vous dire que vraiment, il y a un choc biographique d'une ampleur absolument considérable. C'est-à-dire qu'on ne fait plus d'enfants parce qu'il y a trop d'incertitudes sur l'avenir. Tout à coup, tout est complètement... tout ce à quoi on était habitué est remis en cause, redessiné. Il y a le chômage, évidemment, Thomas, mais pas que le chômage. Tout ce qui va aussi avec le chômage, c'est-à-dire que la société de RDA, elle était très structurée par le travail, à travers les brigades, les fêtes d'anniversaire, la crèche pour les enfants à l'intérieur. Le travail, il y avait beaucoup moins... La vie professionnelle et la vie sociale étaient beaucoup moins étanches que dans nos sociétés actuelles. Et donc, perdre son travail, outre le fait que c'était quelque chose qui était nouveau, parce que personne ne connaissait ça en RDA, c'était un choc d'autant plus important que ça remettait en cause tout un rapport au travail hérité de 40 ans. Et puis, même quand on ne perdait pas son travail, il y a tout un changement de valeur. Par exemple, le minier ou l'ouvrier sidérurgiste qui était présenté comme des héros du travail, tout à coup, c'était des pollueurs. Enfin, toutes les valeurs changent, en fait. On n'arrive pas à se... Enfin, il faut vraiment, tout à coup, tout revoir dans les représentations, et ça, c'est un choc qui explique ce recul incroyable de la natalité, qui est un marqueur... je crois un marqueur assez fort, je donne ce chiffre-là, mais on pourrait donner plein de marqueurs du choc biographique. Et voilà, ce que montre le livre, c'est qu'il y a des gens qui retombent sur leurs pieds très vite, qui s'en sortent très bien, d'autres qui mettent plus de temps, voilà, en fonction de plein de facteurs, mais que pour tout le monde, c'est quand même une rupture biographique. Il y a un avant et un après, et pour tout le monde, la vie change radicalement. Agnès, tu veux rajouter quelque chose ? Non, ça va, non là-dessus. Effectivement, Ouais. c'est cette... Enfin là, après, on peut parler de la chorégraphie du livre. Enfin, Oui, c'est prévu. Je ne sais pas si ça convient pour toi, Carola. Oui, c'est prévu. Peut-être voilà, pour ce que vous dites, enfin, ce que tu dis, Elisa, par rapport à cette... il faut quand même se rappeler, et ça, il faut le rappeler aux plus jeunes qui n'ont pas vécu les événements, c'est-à-dire le 9 novembre 89, le mur tombe, et en moins d'1 an, 3 octobre, la RDA n'existe plus. Hein, et ce qui, effectivement, c'était d'une rapidité énorme, tout ce processus politique. Et effectivement, tout le monde a l'impression que voilà, le temps, enfin, on parle beaucoup, les théories de Hartmut Rosa sur l'accélération du temps. C'est vrai que les Allemands de l'Est ont vécu ça vraiment de près. Hein. C'était d'un coup, tout s'accélère et on ne maîtrise plus sa vie, on ne maîtrise plus grand-chose. C'est très bien pour certains et d'autres sont complètement déstabilisés. Il y avait aussi un souhait d'accélération de la part... Pardon. Il y avait, je pense que ça correspondait aussi à un souhait de la part de la population est-allemande, que ça aille vite, de devenir vite citoyen de RFA.
on dit que cette accélération a eu un prix très élevé, mais cette accélération, elle est le résultat aussi des élections du 18 mars, où les citoyens est-allemands votent pour ça, pour que ça aille vite, et pour Kohl, donc pour le parti d'Helmut Kohl, qui promettait ça, les paysages florissants, en finir rapidement avec la RDA. Alors, évidemment, rétrospectivement, c'est facile de se dire... c'était des illusions, c'était une stratégie de campagne électorale. Ils se sont pas rendus compte, mais en tout cas, il y avait une aspiration aussi de la population à en finir vite avec la RDA. Le discours des intellectuels, des journalistes autour de la troisième voie à construire, qui proposait un projet de société déjà assez abouti sur plein de choses, toutes ces tables rondes, tous ces manifestes, etc. Ça a été très peu audible dans cette période-là. Donc certes, c'est allé vite, mais ça correspondait à une aspiration aussi de la population, je crois. Oui, tout à fait. Agnès ? D'une très grande partie de la population. Enfin oui, évidemment, c'est la majorité à voter, mais il y en a beaucoup, et c'est ce que nous disent ces entretiens aussi. Il y a tous les autres qui étaient très conscients et qui ont pu anticiper la catastrophe économique qui arrivait, et qui se sont retirés de ce mouvement, pour ainsi dire. Mais quand on dit que les choses s'accéléraient, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment l'idée que chaque jour, entre le 9 novembre et la fin des années 90, au moment de l'année 90, au moment où les institutions commencent à se mettre en place, mais ça va durer 10 ans, c'est un long processus, mais pendant à peu près une année, chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qu'il faut intégrer, comprendre, identifier d'abord, traduire, parce que c'était quand même de langage, s'approprier tout un langage juridique, économique, qui était totalement inconnu. C'est d'une intensité pour nous totalement inimaginable, je pense. Et s'approprier aussi, oui. Qui est très bien rendu dans les entretiens, où on voit comment les personnes étaient confrontées à prendre constamment des décisions dont ils ne pouvaient pas anticiper les conséquences. Et ça, pour eux-mêmes, pour leurs parents, pour leurs enfants, au niveau privé, professionnel. Faut savoir, faut imaginer que dans les écoles, il y avait... certains enseignants s'en allaient du jour au lendemain, on ne savait pas où ils étaient, donc il y avait et puis les collégiens pareil, les enfants, qui tout d'un coup ne revenaient pas le lendemain à l'école, et ça c'est souvent ces souvenirs de grande insécurité aussi, parce qu'on parle beaucoup de l'euphorie de ces mois-là, mais ça a été aussi, comme disait Elisa, par rapport à cette projection dans la parentalité, mais même chez les jeunes, cette grande insécurité de ne pas savoir comment demain sera fait. Voilà. Alors, on voulait parler de la chorégraphie de votre livre. Donc, il y a effectivement 4 grandes parties. Vous commencez par... parler de la dévalorisation des Allemands de l'Est, et après vous parlez des réappropriations de ce passé, de la revalorisation, et vous terminez sur les enjeux de la recherche, la dédiabolisation de la RDA aussi par la recherche. Donc voilà, si vous voulez dire quelques mots, comment vous avez construit, oui. Pourquoi vous avez... Voilà. Donc... Oui, l'idée, je pense que c'est... en tout cas, les 3 premières parties, il faut vraiment le comprendre comme un processus temporel et ou symbolique, à savoir d'essayer de retracer ces parcours de vie depuis 30 ans, évidemment en revenant sur cette brutalité des expériences faites dans les années 90, suite à ce qu'on vient de dire et suite au chômage en masse quand même qui a laminé la population est-allemande. Mais là, on parle aussi tout ça c'est intergénérationnel,
moi je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont 40 ans, 45 ans et qui ont eu des parents donc, qui avaient entre 10 ans et 17 ans et qui ont vu leurs parents complètement, enfin en partie, c'est pas tous, mais démunis, déclassés, dégradés, enfin voilà, grandir avec des parents qui perdent tout du jour au lendemain, ça laisse des traces aussi. Et donc c'est cette idée que, enfin en tout cas, toutes les deux, on était complètement d'accord sur cette idée qu'il est vraiment temps de parler des réussites et d'arrêter d'insister sur voilà, les Allemands de l'Est, dernière roue du carrosse, enfin toute cette société qui ne s'en sort pas, il n'y a pas d'élite est-allemande, enfin tout un discours qui a une part de vérité bien sûr, mais ce qui est flagrant dans ce qu'on entend, enfin dans le discours médiatique, en partie universitaire, à l'école, enfin il y a une quasi-absence de l'enseignement de la RDA dans les écoles, c'est un discours plutôt négatif sur l'Allemagne de l'Est et ces 30 dernières années. Or, c'est vraiment qu'un aspect des choses. Et nous, ce qu'on constate, c'est vraiment cette résilience, cette capacité énorme d'adaptation aux nouvelles donnes et toutes ces histoires de réussite sociale et professionnelle qui existent aussi. Et puis là, on commence à en voir les fruits. Il y a des nouvelles générations aujourd'hui de personnes qui ont 40 ans qui commencent à rentrer dans des postes de direction, enfin qui sont en train de donner de nouvelles chances à cette société finalement. Et l'idée de passer de dévalorisation à revaloriser, donc à aujourd'hui, cette phase, cette démarche de revaloriser son passé, ses origines, après se les avoir réappropriées finalement, après avoir face à ce discours omniprésent négatif, comme je viens de le dire, sur les Allemands de l'Est, se dire mais attendez, stop, il n'y a pas que ça, et pouvoir finalement les Allemands de l'Est pouvoir s'affirmer comme étant tout à fait citoyens à part égale avec les Allemands de l'Ouest et avoir autant de choses à donner aujourd'hui. Donc c'est vraiment, c'est à la fois, on ne propose pas une chronologie très, très stricte, parce que ça c'est encore l'objet de la recherche des historiens, mais il y a des tendances. 2005, il y a un changement, et puis là, depuis 2015, on sent qu'il y a un regain une prise de conscience qui est beaucoup plus forte, et en même temps, un regard plus serein sur les années 90 et toute cette période de dévalorisation qu'il n'y avait pas il y a 10 ans. Et en même temps, on constatait aussi justement que le discours médiatique avait tendance à un peu rester le même. Pour donner un exemple, il y a toujours un bilan de l'état de l'unité qui est publié chaque année. Et à chaque fois, mais c'est dans tous les médias, on montre la carte du chômage en disant, regardez, l'Est est encore en retard, le taux de chômage est de temps, à l'Ouest il est de temps, avec une carte avec 2 couleurs, etc. Et j'avais publié un article récemment avec Alice Volkwein qui montrait que si on prenait une carte nord-sud, on avait exactement le même écart en fait. Et donc on pourrait très bien dire aussi la même chose, c'est le nord qui est en retard par rapport au sud. On ne voit jamais la carte nord-sud, on voit toujours la carte est-ouest qui montre que l'Est serait à la traîne au niveau chômage. Et cette façon évidemment, tout le monde sait qu'on peut faire dire ce qu'on veut à des cartes, mais enfin, quand même, là, c'est à chaque fois toujours au service de ce discours qui dit 30 ans après, ils n'ont toujours pas réussi à rattraper leur retard. Pourquoi ? Parce qu'aussi, comme critère des performances économiques d'une société, on en a un seul, c'est la croissance.
l'évolution du PIB. Et c'est un critère qui est complètement dépassé par plein enfin, tout le monde sait que ça ne peut pas en tout cas être le seul critère des performances d'une société. Il y a des indices de bien-être social, etc., qu'il faudrait prendre en compte, qui sont plus importants que celui-là. Et ça va avec un discours médiatique qui véhicule toujours des clichés sur les Allemands de l'Est. Il y a un exemple qui est extrême, c'est l'exemple du criminologue je finis juste l'anecdote, l'exemple du criminologue de Hanovre. Je le cite parce qu'en France, on ne lui a pas fait il n'a pas eu beaucoup d'écho, mais enfin, c'est incroyable. Donc, c'est un criminologue très sérieux, un universitaire, qui a publié un article en 2000 en disant que s'il y avait plus de skinheads à l'Est, c'était tout simplement parce qu'on avait mis les enfants tous sur le pot à la même heure en RDA systématiquement, et que cette militarisation de la petite enfance n'aurait pas permis aux individualités de s'épanouir, etc. Que c'était trop collectif, etc. Et que donc ça militarisait les choses. En fait, si on suit, évidemment, on se dit c'est pas possible, c'est absurde, mais si on suit le raisonnement, il faudrait, normalement, les Allemands de l'Est auraient dû, justement en 2000, être plus favorables à la première intervention de l'armée de la Bundeswehr à l'étranger, en Yougoslavie. Or, les sondages montraient précisément le contraire. Ils étaient moins favorables que les Allemands de l'Ouest à cette intervention militaire. Donc, c'est exactement le contraire de ce qu'ils prétendent. Mais vous voyez, en fait, ça véhicule un peu cette image qu'on voit à chaque fois que, malheureusement, l'extrême droite fait des exactions à l'Est, ce discours paternaliste. Voilà, ils n'ont rien compris, c'est à cause de la façon dont ils ont été socialisés. Donc ça, c'est un exemple extrême, cet exemple il s'appelle Christian Pfeiffer, le criminologue en question, mais c'est un exemple extrême qui est quand même révélateur. Ça montre qu'on va vraiment loin, on n'a pas peur vraiment de véhiculer des clichés complètement absurdes. Non, et si je peux me permettre, effectivement, tu parlais tout à l'heure des comparaisons, c'est-à-dire il ne faut pas comparer toujours la RDA ou avec les critères de la RFA. Et effectivement, si on prend cet exemple des crèches, on compare la RDA à la France, et puis les différences s'effacent quand même un petit peu. Exactement. Je ne sais pas si en France tout le monde était sur le pot en même temps, mais enfin, il y a quand même à ce niveau-là, effectivement, il y a des similitudes. Ou si on parle complètement d'autre chose, l'antifascisme, mais on ne compare pas avec la RFA, mais plutôt avec la France, l'Italie et voire Israël en ce qui concerne l'héroïsation de... Enfin, voilà. Il faut trouver effectivement peut-être d'autres critères de comparaison et pas seulement comparer uniquement à la RFA. Exactement, c'est ça. Cesser d'analyser la société de RDA avec des catégories d'analyse de RFA. Ça, c'est vraiment tout un enjeu parce que c'est encore loin d'être le cas dans la plupart des médias, même si en effet ça change. Mais c'est vraiment il est temps que ça change. Ça fait vraiment 30 ans là. Et puis c'est aussi, je pense, c'est aussi plus généralement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce critère de la croissance du PIB, qu'on applique systématiquement pour savoir, pour parler des performances d'une société. Il y a beaucoup de gens quand même qui vont être d'accord pour dire que là, on ne peut pas continuer à se dire que tout va bien avec notre modèle actuel, continuons à creuser les inégalités, continuons cette course à la croissance, c'est aussi une course à la destruction de la planète, alors allons-y, c'est tout droit, enfin, il n'y a plus personne qui se dit ça, c'est des choses qui sont remises en cause par ailleurs, et justement ça trouve un écho avec le fait que peut-être que la RDA a des choses sur certains points à nous apprendre. Sans encore une fois remettre en cause le fait que personne ne veut revenir au système à la dictature. Mais est-ce qu'on peut garder la libre entreprise, le pluralisme politique, etc., et aussi y intégrer des éléments du modèle social de RDA? Et en même temps, les Allemands de l'Est aspiraient quand même à ça. Ils aspiraient quand même en grande partie à la consommation. Donc effectivement, maintenant, rétrospectivement, on peut avoir ce raisonnement. C'est vrai qu'à l'époque... ou même voir les phénomènes de décélération. Enfin, voilà, la temporalité en RDA était toute une autre que la temporalité aujourd'hui. Mais les Allemands de l'Est à l'époque avaient plutôt envie d'en sortir. Oui, c'est Habermas qui disait que c'était une révolution de consommateurs, la révolution du 9 novembre, qui a mené au 9 novembre 89, et de consommateurs influencés par la télévision ouest-allemande aussi. C'est-à-dire que la société de consommation ouest-allemande, elle était
elle était très largement fantasmée. C'était pas du tout la réalité qu'ils avaient sous les yeux, en fait, de la société ouest-allemande. C'était quelque chose de véhiculé par la télévision. On recevait la télévision, à part autour de Dresde, semble-t-il, mais... et donc voilà, une société de consommateurs, mais qui n'avait pas les moyens de vraiment savoir ce qui les attendait, en fait, pour une grande majorité. C'est pas vrai pour certains intellectuels, etc., qui, eux, avaient senti venir, en effet, mais ils étaient plutôt non seulement minoritaires, mais aussi très peu audibles. C'est ça le problème. Agnès ? Non ? Oui, non, ça va, on continue. Oui, je pose, voilà, je vais poser... non, je voulais juste deux petites choses voilà, dont on parle aussi. Alors, par rapport à ce que tu dis tout de suite, Elisa, cette société de consommation, très, très clairement, les entrepreneurs ont coulé à cause de ça. Enfin, tous les entrepreneurs est-allemands, les petits moyens, les anciens privés, mais aussi toute la production est-allemande. Moi, j'ai eu comme ça des entretiens où les entrepreneurs m'expliquaient que presque du jour au lendemain, tout ce qu'ils produisaient n'était plus vendu. Donc, ça a été pour eux aussi des mois où ils ne dormaient plus, où ils passaient des nuits blanches à se demander comment ils allaient survivre à cette béance qui semblait ne jamais se terminer de cette absence de leurs consommateurs est-allemands. Et par rapport à ce qu'on disait sur cette revalorisation et tous les clichés, Christian Pfeiffer, etc., il y a aussi quelque chose dont on parle beaucoup, c'est les élites, l'absence d'élite est-allemande. Or là, moi, c'est vrai que j'attends toujours une analyse fine de ce phénomène, à savoir qui sont... Enfin, il y a les élites, les personnes qu'on voit dans le monde de la politique, de l'industrie, de l'économie. Évidemment que 40 ans de Bundesrepublik, c'est pas le même bagage que 40 ans de RDA à ce niveau-là. Néanmoins, il y a aussi des Allemands de l'Est dans les coulisses, dans des Stellvertreterpositionen, enfin ils ne sont pas complètement absents à ce niveau-là. Et j'ai des collègues à Leipzig des sociologues qui se sont penchés sur la place des femmes parmi les élites économiques et politiques. Et ils en tirent la conclusion que quand des femmes allemandes sont à des postes de position, des postes de direction, en général, 2 tiers viennent de l'Est et 1 tiers de l'Ouest. Donc il y a nettement une prédominance d'Allemandes de l'Est dans des postes de direction par rapport aux Allemandes de l'Ouest. Voilà. Ça c'est des choses qu'on pourrait aussi dire un peu plus souvent. Ça c'est un point intéressant, la question des femmes, parce que oui, en effet, dans le cadre d'une sous-représentation globale des Allemands de l'Est, très claire, à tous les postes importants, donc dans l'étude, les postes importants, c'est les gens qui dirigent les syndicats, les recteurs, les présidents d'université, les présidents d'une entreprise du DAX 30, enfin voilà, ça, c'est ça ce qu'on appelle les postes importants. Dans le cadre d'une sous-représentation très claire des Allemands de l'Est, quand malgré tout on trouve un Allemand de l'Est, la probabilité que ce soit une femme est très importante, beaucoup plus que pour les Allemands de l'Ouest. Et ça, en effet, c'est quelque chose qui est assez marquant. On donne quelques chiffres dans le livre, mais ça va aussi avec une étude récente qui a montré que aujourd'hui, les petites filles de 10 ans réussissaient mieux en maths à l'Est qu'à l'Ouest. Alors qu'elles ont 10 ans, donc elles n'ont absolument pas connu la RDA. Elles ont entendu parler de ça par leurs parents, etc. Mais donc elles ont hérité quand même de cette idée que les sciences, elles pouvaient réussir en sciences, qu'il n'y avait pas de raison qu'elles ne soient pas douées pour les sciences, alors que les petites filles ouest-allemandes ont beaucoup moins cette idée en tête. Parce que justement, la RDA
a beaucoup favorisé justement le fait que les femmes fassent de la recherche, soient ingénieures en sciences, etc., beaucoup plus que la société de RFA. Donc il en reste quelque chose encore sur des générations des générations nées longtemps après la chute du mur. Et ça, c'est quelque chose qui est important, par exemple, parce qu'on se prive aujourd'hui de beaucoup de talents féminins dans les sciences, avec notre modèle actuel, alors qu'on pourrait... c'est une chose qui mériterait d'être prise en considération. C'est des choses qui sont aussi très peu dites dans les médias. Voilà, peut-être cette confiance en soi des petites filles en mathématiques, beaucoup plus que leurs copines de l'Ouest. Oui, et puis c'est aussi les femmes, si je me souviens bien, enfin c'est souvent les femmes qui sont parties à l'Ouest, en fait, qui se sont installées, qui ont refait leur vie et qui ont eu, voilà, enfin il y avait effectivement la question de l'égalité de la femme en RDA, oui. C'était quand même une réalité, effectivement, oui. Même si ils avaient souvent la double peine. Ils travaillaient, ils s'occupaient quand même, voilà, de la famille. Oui, voilà. La société de RDA était assez patriarcale. Une émancipation par le haut pour la RDA. Hein. C'était attendu. Enfin, on avait besoin d'elle en tant que main d'œuvre. Il était obligatoire de travailler. Enfin, le fait de ne pas travailler était criminalisé en RDA. On pouvait aller en prison à cause de ça. Mais en même temps, ces femmes faisaient tout à la maison. Enfin, il n'y avait pas une égalité comme ça des sexes dans les tâches ménagères. Ça, je ne sais pas, Carola, toi, ce que tu en penses. J'ai rarement... Non, mais c'est pas ce que j'en pense, en fait. C'est ce qu'on lit et c'est ce qu'on sait, effectivement. Oui. Mais en fait, mais bien sûr, la société de RDA, comme elle était patriarcale aussi par bien des choses, si on regarde les entretiens d'histoire orale, ils montrent que ceux qui faisaient le plus le ménage ou les courses, évidemment, c'était... certes. Ça ne veut pas dire... Ça, évidemment, c'est vrai. Il y a une étude aussi sur les magazines de RDA qui montre que on a aussi des corps dénudés de femmes pour vendre du dentifrice aussi en RDA. Voilà. Bon, ça aussi, ça existe. Mais il y a quand même cette forme d'émancipation par le travail, par le fait d'avoir un salaire à soi, l'égalité salariale homme-femme aussi, qui est importante notamment pour les mères célibataires ou les femmes qui souhaitaient divorcer, par exemple. Et ça ressort beaucoup dans le livre. Elles ont été des perdantes de l'unification, d'une certaine façon. On le voit avec plusieurs figures du livre. Donc évidemment que c'est pas une société féministe, la société de RDA complètement. Il faut pas caricaturer les choses. Et puis le régime de RDA n'a jamais considéré la question des rapports entre les femmes et les hommes comme une question une question pertinente en elle-même. C'est toujours perçu comme un élément de la question sociale. C'est-à-dire, à partir du moment où on sera dans une vraie société socialiste où il n'y aura plus de rapport de classe, eh bien, les femmes seront émancipées, comme les hommes. Mais jamais la question féminine n'est posée en elle-même. Donc ça, c'est une des limites aussi à cette idée que la RDA serait une société vraiment féministe. Mais il n'empêche que cette émancipation par le travail, cette égalité des salaires, etc., ça, c'est quand même des choses qui sont importantes et qui se retrouvent dans des marqueurs comme ça, dans le fait que dans les recteurs, c'est que des femmes, les Allemands de l'Est. Dans celles qui dirigent le DAX 30, il n'y a que 4 Allemands de l'Est sur les 30, 3 femmes. Alors que pour les Allemands de l'Ouest ou les autres, c'est 10% de femmes. Vous voyez, ça, c'est des choses quand même importantes, qui sont des héritages directs de cette société de RDA. Donc tout n'était pas parfait pour la condition féminine en RDA. Il ne faut pas nous faire dire ce qu'on ne dit pas. Mais par contre, il y avait quand même des choses qui ont été perdues avec l'unification. Oui, et puis le fait de devoir demander l'autorisation à son mari en République fédérale, alors je ne me souviens plus de la date à laquelle ça a été supprimé, mais... Enfin, pour ouvrir un compte, pour travailler, enfin, vous le dites à un moment dans 1977, oui, c'est super tard. Ouais. Jusqu'en 1977, une citoyenne de RFA a le droit de travailler à la condition que ce soit compatible avec ses obligations dans le mariage.
Et c'est seulement en 1977 qu'on renonce à cette formulation-là et qu'elle peut travailler, même si c'est pas du tout compatible avec son mariage, mais elle peut quand même décider de travailler. Et puis les Allemandes de l'Est ont pu avorter un peu plus tôt que les Allemandes de l'Ouest. Ça c'est resté plus libéral aussi l'avortement. Enfin, oui, et ça c'était vraiment la réunification. Je pense que pour les femmes, là c'est en l'occurrence c'est aussi un souvenir personnel, c'est-à-dire d'un coup effectivement, quand on est une jeune femme, ça impressionne. Du coup, la législation change et effectivement, c'est la législation patriarcale, d'une certaine manière, de l'Ouest qui tombe. Et là, il n'y avait rien à faire. Il y avait des manifestations, mais voilà. Bon, ce n'était pas le mot de la fin du tout. J'ai l'impression quand même, alors voilà, il était question, vous avez parlé de cette dévalorisation, revalorisation des Allemands de l'Est. J'ai l'impression que depuis les élections fédérales en 2017, le vote massif pour la AfD, surtout du côté des nouveaux Länder, a quand même fait un peu changer les choses. C'est-à-dire, avant, on parlait des Allemands de l'Est, peut-être tous les 9 novembre, tous les 3 octobre, une fois par an ou tous les 5 ans. Enfin, c'était un sujet qui était effectivement quelque part présent quand même. Mais j'ai l'impression que depuis 2017, on s'intéresse quand même à cette question de façon un peu plus sérieuse. C'est-à-dire, comment on est arrivé là. Et c'est là où on trouve peut-être aussi une prise de parole un peu plus importante des Allemands de l'Est dans le débat public. Alors vous citez également le livre de Jana Hensel, Wolfgang Engler, Wie sind wir, alors Die Erfahrung, Ostdeutsch zu sein. Voilà, l'expérience d'être allemand de l'Est. Oui, voilà. Et qui justement explique beaucoup de choses ne s'expliquent plus par la RDA, qui a duré 40 ans, mais qui s'explique par les événements, par la transformation qui s'est peut-être mal passée, en sachant que voilà, 30 ans après, 30 ans de vie en République fédérale, ramène à ça aussi. Donc il ne faut pas toujours chercher les erreurs à l'époque de la RDA, mais que la République fédérale dans son ensemble est également responsable de cet état des faits. Et là, effectivement, j'ai l'impression qu'on parle un peu plus de ça. La question des élites est-allemandes absentes, ça n'était pas tellement dans le discours avant. On en parle depuis ce moment-là. Oui, le fait de revaloriser un petit peu toute cette histoire-là. Je commence. Oui, l'AfD, tout à coup, ça change parce que tout le monde a peur, en fait. On se dit, mince, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et du coup, il y a à la fois des discours très paternalistes, voilà, mais aussi une volonté du coup de prendre peut-être de donner plus la parole aux Allemands de l'Est pour qu'ils puissent occuper un peu plus l'espace public et qu'ils puissent raconter leur histoire, donc ne plus être prisonniers d'un seul récit, qui est un récit qui leur a été imposé par des historiens de l'extérieur, de leur propre histoire. Et on pourra parler de projets de recherche après, Agnès pourra expliquer ça, mais c'est une conséquence directe, peut-être c'est le moment justement de la montée de l'AfD en fait, et de la peur panique, à juste titre, que ça provoque en Allemagne. L'Allemagne est peu habituée, c'est la première fois qu'il y a de l'extrême droite représentée au Parlement national, donc ça fait peur, et c'est très bien que ça... Oui. Oui, non, mais effectivement, il y a... c'est ça, après on observe, on ne donne pas de réponse définitive à ce qui se passe, mais il y a une concordance temporelle en tout cas avec l'arrivée des réfugiés et puis un appel d'offres du ministère de la Recherche allemand pour relancer et approfondir la recherche en histoire, en sociologie sur la RDA. Et là, on parle de 40 millions d'euros, il y a une centaine de postes qui ont été créés, et tout d'un coup, tout le monde, en gros, refait de la recherche sur la RDA, alors qu'on pensait que c'était fini, quoi. Parce que la recherche en Allemagne, elle vit de ces appels d'offres et de cet argent de l'État.
Et donc, effectivement, enfin, de donner, donc, en parallèle à ça, il y a ce que vous dites sur cette peur par rapport à l'AFD. Après, c'est ça aussi, comment dire, ce processus, enfin, cette réaction. Le livre de Jana Hensel, c'était ça, c'était, mais bon sang, on parle de nous comme si on était tous des nazis et des racistes, mais attention, là, elle a vraiment tapé du poing sur la table avec ce livre, et elle a essayé d'expliquer ce que ça voulait dire que de vivre aussi en Allemagne de l'Est, comme tu viens de le dire, Carola. Mais je pense, enfin, comment dire, pour poursuivre ça depuis des années, j'ai fait un livre aussi il y a 10 ans sur les 20 ans de la réunification à base d'entretien d'histoire orale. Une histoire en soi que je peux raconter vite fait tout à l'heure, mais c'est une des preuves que tous ces récits de vie n'ont pas été pris au sérieux pendant bien trop longtemps, et qu'il est vraiment temps d'écouter ce que ces personnes issues de la RDA ont à dire sur leur perception de la réunification. Parce que c'est ça, c'est ce qu'on dit dans l'introduction. Moi, c'est un élément très important pour comprendre aussi leur horizon d'attente. Elles arrivent en démocratie. C'est pas comme en 1945 quand la démocratie se met en place en RFA, intimement liée au miracle économique. Là, non, elles entrent en démocratie, mais c'est lié au chômage en masse et à une autre forme de pénurie finalement, qui n'est pas la même qu'en RDA, mais en tout cas à la perte de leur travail. Et ça, c'est existentiel. Et c'est comme ça qu'elles apprennent à vivre dans un pays démocratique. Or cette conflagration, on en ressent encore aujourd'hui avec l'AFD, notamment les effets. Et ce que j'observe en tout cas aujourd'hui ici, c'est qu'il y a de plus en plus de projets de projets sérieux, scientifiques, qui donnent la parole aux Allemands de l'Est. Et c'est un peu pour ça qu'on parle de dédiabolisation pour la dernière partie. Disons qu'il y a cette conscience chez les historiens de mener des entretiens dans tous ces projets dont je parlais tout à l'heure avec des Allemands de l'Est. Et ça va pas du tout de soi dans le métier, de pas seulement aller en archives pour écrire l'histoire de la RDA d'après les institutions, la police, etc., mais aussi d'aller à l'écoute des parcours biographiques. Donc, j'avoue que je suis très curieuse de voir ce que ça va donner dans quelques années, quels seront les résultats de ces recherches, et si on va vraiment réussir à différencier et à apporter de nouveaux prismes à cette histoire de la transformation, parce que c'est ça aussi, peut-être pour terminer là-dessus, qui est qui est très présent dans la recherche en général, c'est que aussi aujourd'hui les historiens ont accès également aux archives des années 1980 et les 30 ans révolus sont passés. Donc voilà, petit à petit, il y a plein je pense, de nouvelles données qui vont apparaître. Oui, juste pour ajouter une toute petite chose, redonner la parole aux Allemands de l'Est, ça va aussi avec le fait de reconsidérer un peu le rôle actif qu'ils ont joué dans la transition, justement. On parle toujours de Zusammenbruch der DDR, donc d'effondrement de la RDA. Et c'est un terme qui est problématique parce que ça nie complètement le courage politique qu'il a fallu On est quelques semaines après Tiananmen. Personne ne sait si ça ne va pas finir en bain de sang, cette histoire. Il fallait un sacré courage politique pour collectivement se mettre à manifester, etc., et aller jusqu'à ce qui sera la chute du mur, etc. Et on a eu tendance avec ces termes-là d'effondrement de l'air à nier ces choses-là. Donc ça va avec le fait de remettre
un peu au centre, le rôle actif aussi des citoyens de RDA. Mais vous voyez, c'est des éléments de discours aussi, tout simplement. Un autre exemple, c'est le fait qu'on dit toujours l'ex-RDA dans les médias. Et quand votre grand-père est mort, vous ne dites pas mon ex-grand-père, ça reste votre grand-père. C'est pas parce qu'il a disparu, vous dites jamais l'ex-régime de Vichy, l'ex-empire wilhelmien. Mais pour la RDA, il faut qu'on dise l'ex-RDA pour bien signifier le fait que c'est une parenthèse, c'est une sorte d'accident de l'histoire révolu. N'en parlons plus, et c'est comme si ça avait été une sorte de, je sais pas, une sorte de, pour reprendre une métaphore de la finance, une sorte de bulle idéologique qui explose et puis on revient à la normale. Et je pense que cette expression de ex-RDA, voilà, elle n'est pas là pour rien. Il n'y a que pour la RDA qu'on l'utilise pour vraiment signifier que cette parenthèse, ce qui doit être une parenthèse, est désormais refermée. On est revenu à la normalité, on est revenu à ça. Et ça, on pourrait donner plein d'exemples de ça, mais ça va aussi avec la volonté d'effacer les traces, etc. Sur une ville comme Berlin, on le voit très clairement. Justement, tu as travaillé dans ce domaine, tu as travaillé sur le Palace des Républiques. Oui, ça, c'est donc un bon effectivement, exemple. c'est quand même un bon exemple. L'exemple est assez effrayant parce qu'en fait, on ne voyait déjà, on ne voit plus de traces, mais il n'y a même pas à Berlin, il y a partout des panneaux qui vous expliquent ici. Oui. Habitat. Ici, il y avait tel et tel bâtiment. Et puis, le Palace des Républiques, il n'y a rien. Maintenant, il y a un château, comme si... on voit que ce n'était pas d'origine, mais il n'y a aucune trace, même dans l'espace public, qui signale qu'il y avait Exactement. Autre chose ici. Oui. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce... Mais pour le dire en 2 mots... Donc, sur les ruines de l'ancien château de Berlin, qui était en ruine après la Seconde Guerre mondiale et qui avait été rasé, la RDA avait construit ce qu'ils appelaient le Palais de la République. C'est une sorte de grand bâtiment sur le modèle des Volksheime, préconisés par le mouvement ouvrier dès le 19e siècle, et qui servait à la fois c'était un lieu où on pouvait aller au restaurant, à des concerts, etc., célébrer des Jugendweihe, l'équivalent de la communion solennelle, mais en version sans religion. Et aussi, dans ce Palace des Républiques, c'était le siège du Parlement de la Volksheim. Donc c'est un bâtiment qui était associé pour les Berlinois de l'Est, mais plus généralement pour plein de citoyens de RDA, avec beaucoup de souvenirs de soirées, etc., de balades. Et après l'unification, donc on a d'abord dit « Ah là là, c'est pas aux normes ouest-allemandes, il y a de l'amiante, il y a ceci, voilà. » Bon. Et puis petit à petit, malgré des actions pour essayer de sauver le bâtiment, qui était devenu un élément aussi ce que Nora appellerait un lieu de mémoire, en fait, donc un élément du patrimoine architectural, petit à petit, le débat, mais si on reconstruisait le château des Hohenzollern, alors que tous ces gens de RDA avaient entendu pendant 40 ans que le château symbolisait la noblesse prussienne, le militarisme, enfin tout ce qui avait conduit à la catastrophe de l'hitlérisme. Et tout à coup, on a dit, on va le reconstruire. On va le reconstruire, ça va coûter 500 millions, mais ça va être bien. Berlin va retrouver son visage d'antan. Et en fait, on a construit là, c'est vraiment du storytelling, c'est-à-dire qu'on a vraiment construit une histoire d'une blessure qu'on répare à Berlin. Et aussi construit la réception de cette histoire. Il faut que vous compreniez que c'est une continuité, qu'il y a eu un accident malheureux, mais on retrouve une continuité, et Berlin va guérir, en quelque sorte, guérir de la RDA, et donc on se retrouve avec ce projet. C'est assez fou quand même de reconstruire, alors pas à l'identique, c'est vrai, mais enfin presque, la façade, elle est reconstruite... à l'identique, avec un ancien château, le château des Hohenzollern. Et alors on s'est dit, dedans, par contre, on va mettre des œuvres d'art, un musée des cultures du monde. Et manque de chance, on se rend compte maintenant que la plupart ont été volés à l'époque coloniale, enfin que ça pose des tas de problèmes, ça tombe mal. Et donc ce Humboldt Forum, c'est vraiment un tas de symboles compliqués, quoi, qui sont en train comme ça de se... Enfin, il y a un maillage incroyablement compliqué. Et en effet, il reste rien du Palais de la République, qui a été complètement rasé, avec cette mise en récit très claire de la réparation d'une blessure. Et ça, c'est vraiment intéressant à étudier, parce que c'est quelque chose qui est
à ma connaissance, unique en Europe. Je ne connais pas d'autres exemples où on se met à reconstruire un château du XVIIIe siècle, quelque part. Si, oui. Alors, ça, c'est encore autre chose. Mais voilà. Oui. Et en fait, et là aussi, le Palace des Républiques, il n'était pas forcément aimé par tous les Allemands de l'Est. Il était moche. C'est loin de là. Ça, c'était aussi un objet de débat. Il y en avait qui le détestaient, etc. Mais le fait que ce soit décidé comme ça par le Bundestag, et effectivement, mais où les Allemands de l'Est, forcément, étaient quand même moins représentés par la force des choses, c'est normal. Mais voilà, ce sont des décisions qui, effectivement, ont été mal prises, hein, bien que ce soit aussi un objet, pas forcément de grand amour, par les Allemands de l'Est de l'époque, hein, ça dépend desquels. Oui, et c'est intéressant d'ailleurs de suivre il y a eu ce qu'on appellerait aujourd'hui des happenings artistiques autour de juste avant que le Palais de la République soit détruit. Un artiste norvégien qui a fait écrire le mot Zweifel au sommet, le mot doute, donc prendre le temps de la réflexion, de douter, et puis plein d'autres. Franck Castroff a mis en scène des pièces ça servait de scène en fait, la façade du Palais de la République juste avant qu'il disparaisse. Mais tout ça, il y a un écrivain, Gérard Strassmann, qui dit « avoir un lieu, c'est avoir eu lieu ». Et vous voyez, en fait, c'est une façon de prendre à l'envers cette phrase, c'est-à-dire ne plus avoir de lieu, c'est une façon de ne plus avoir eu lieu, quoi. Faire comme si la RDA, d'une certaine façon, n'avait pas eu lieu, comme si on revenait, on reconstruit une continuité historique en repartant avant avant toute cette ce qui doit être lu comme une parenthèse. Et en effet, c'était pas du tout la charge symbolique et l'attachement au Palais de la République. Il est né au moment où on a pensé à le détruire, en fait. Mais avant, il n'y avait pas du tout cet investissement. C'était pas un lieu de mémoire avant. Agnès, tu veux rajouter quelque chose ? Non, ça va, très bien. Oui, après, la question se pose aussi, bon là, il y a la destruction de ce genre de lieu. D'ailleurs, vous écrivez une belle phrase, la RDA ne doit pas seulement lutter contre l'oubli, mais aussi contre l'aboli. Ouais. Elle n'est pas de nous, hein. Ah oui, bon. Mais bon, ça capte assez bien les choses. Après, la question, c'est aussi la RDA dans la mémoire aujourd'hui, la RDA dans les musées, par exemple. Où effectivement on continue à avoir essentiellement la représentation de la répression. Hein. Donc c'est très important d'avoir effectivement un musée sur la Stasi, un musée sur le mur, mais peut-être pas seulement. Et effectivement c'est ce côté encore totalitariste qui prévaut. Est-ce que vous avez connaissance de projets ? Enfin, est-ce que ça aussi c'est en train de changer au niveau des musées En tout cas, dans le cadre de ces 40 millions d'euros de ce financement de l'État fédéral, il y a effectivement des projets de musées selon les sujets abordés. Et entre parenthèses, aussi le projet de pérenniser l'enseignement de la RDA dans les universités devrait aussi être une des conséquences de ce financement. Mais non, concrètement, on voit toujours des petits musées du quotidien. À Iéna, il y en a un qui ouvre, qui ferme. Enfin, il y a ce phénomène-là qui existe depuis longtemps. Mais non, après, je pense qu'il y a dans des communes, dans des petites villes, il y a des musées ethnologiques, des choses comme ça qui peuvent reprendre des aspects de la RDA, mais sinon, non, je ne sais pas. Peut-être juste pour compléter sur les musées d'art, là, il y a beaucoup de boulot à faire sur les musées d'art. Par exemple, à Dresde, en fait, la grande Galerie Neue Meister, il y a comme artistes peintres de RDA qui sont exposés que Gerhard Richter et Georg Baselitz, qui sont les deux qui sont partis en RFA. Et à chaque fois qu'il y a une grande rétrospective artistique sur l'art de RDA,
qui était pourtant à l'époque de la RDA internationalement reconnue. C'est la même chose en littérature, etc. Et ben, il y a à chaque fois, par exemple, le dernier exemple en date, c'est en 2013 une grande rétrospective qui s'appelait Abschied von Icarus à Weimar. Et puis après, je crois qu'elle a été itinérante. Aucun homme politique ne s'est déplacé pour faire l'ouverture de cette rétrospective artistique, comme si tout à coup, ce qui à l'époque de la RDA recevait des prix internationaux et tout ça, n'avait tout à coup plus beaucoup de valeur. Et quel est le pourquoi, comment on justifie ça, en disant souvent que tout ça c'est du réalisme socialiste, c'est de l'art d'État, alors les deux reproches, c'est en gros que ça vient de commande. C'est un art qui a été fait parce qu'on avait fait cette commande à l'artiste, mais Michel-Ange, la Chapelle Sixtine, c'est une commande aussi, et personne, à ma connaissance, ne lui a jamais reproché ça. Et le deuxième reproche, c'est qu'on dit c'est un art qui véhiculait un message politique. C'est de la Gesinnungsästhetik, c'est fait juste pour faire passer l'idéal socialiste. Et ça aussi, c'est quand même assez pernicieux comme argument, en fait. D'abord, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'art ou la littérature de RDA, il y a souvent des doubles sens, des doubles lectures. Enfin, ça se prête toujours à plusieurs lectures. Il y a eu une autre exposition, ça me fait penser au titre d'une autre exposition artistique qui s'appelait Der Seiltänzer. C'était un tableau, donc ça veut dire le funambule. C'est de marcher un peu sur une corde qui peut s'interpréter de façon métonymique comme la figure justement de l'artiste en RDA. Voilà, avec toujours l'idée qu'on essayait justement, enfin, certes c'était un pays de censure, de contraintes, mais justement cette contrainte pouvait pour les artistes être aussi quelque chose qui était favorable à la création, en fait, qui permettait la notion de subversion prenait tout son sens. On dit que le lire entre les lignes, c'était un sport national en RDA. Enfin, tout ça, c'est complètement nié, souvent. Et on fait comme si c'était, voilà, ça, c'est de l'art de RDA, donc c'est sans intérêt artistique, en fait. Ce qui est assez injuste. Et c'est encore beaucoup, beaucoup le cas aujourd'hui. Hein. Si on parle des musées artistiques, il y a un retard très important à mes yeux. Oui, et puis on oublie que même les artistes, je ne sais pas, même un Vélisette, à l'origine, il a pu avoir des problèmes avec le pouvoir pour peindre son ouvrier comme il a voulu. Ça n'allait pas de soi non plus. C'est-à-dire même, voilà, quand au niveau des sujets, ça représentait finalement quelque chose qui allait dans le sens de l'État. Enfin, ça n'allait pas de soi quand même de peindre comme on voulait. Donc en fait, tout est effectivement, c'est d'une grande complexité et on ne peut pas mettre ça comme ça dans le placard. C'est toujours l'approche manichéenne des choses. En fait, on la retrouve, c'est décliné dans différents domaines, mais c'est un peu la même chose. Enfin, dire aujourd'hui de Christa Wolf que c'était une poétesse d'État, c'est un non-sens. Et pourtant, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Pourtant, ça a été, oui, enfin, on a tout entendu sur elle, mais oui, c'est symptomatique en fait de cette approche je pense que c'est aussi une façon de dire, cette approche très manichéenne des choses, c'est aussi une façon de dire attention, c'est pas possible qu'il y ait une troisième voie. Soit le système de la démocratie libérale, etc., soit la dictature, la pire. Et c'est une façon de faire taire les projets, parce que justement 89-90, c'est une période qui était très propice pour mettre en place une troisième voie, un socialisme à visage humain, ou quelle que soit la façon dont on l'appelle, mais une troisième, donc qui serait compatible avec le pluralisme, avec la liberté, etc. Et on fait taire un peu tout ça en disant non, mais si on sort du système, il n'y a pas d'autre choix, c'est la dictature. Et il y a un article de journal que j'avais trouvé très intéressant qui parlait d'une vestalgie, donc d'une sorte de nostalgie de l'ancienne RFA, de l'Ouest, avec en gros l'idée que ce serait un peu comme des parents qui ont du mal à laisser leur ado s'émanciper. Les nostalgiques de la RFA se diraient en gros, bon alors les femmes ont voulu avoir leur mot à dire, après les musulmans ont voulu avoir leur mot à dire, les transsexuels, et maintenant il faut aussi les écouter, et donc c'est une façon un peu
ce qui est intéressant, c'est que cette vestalgie, elle se cache derrière l'idée de sauver la démocratie. Pour être inattaquable d'une certaine façon. C'est-à-dire, nous, au moins, on garantissait la démocratie. Regardez maintenant ce qui se passe avec l'extrême droite, etc. Et c'est évidemment une façon de se rendre inattaquable, de dire on était la démocratie. Voilà. Mais je pense qu'en effet, les choses bougent et c'est parfois un peu difficile pour certains d'accepter comme ça. L'article, c'était intéressant. Il disait, et maintenant que tous ces Turcs allemands écrivent des livres, comment on s'en sort? Il faut écouter les aussi. Enfin, voilà. Et je pense que tout ça est un même mouvement en fait, un même mouvement de changement. En fait, la vestalgie, c'est un peu des gens qui sont d'une certaine façon dépités de ne plus pouvoir décider qui est défavorisé ou qui ne l'est pas, ou de moins pouvoir le faire qu'avant. Et ça, c'est intéressant. Alors peut-être une dernière question avant d'ouvrir aussi le débat au public. Tu parlais de troisième voie, effectivement, de quelque chose voilà, c'est des idées qui existaient, ce n'était pas réalisable. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est souhaitable? Voilà, c'est un grand débat, c'est encore un autre débat. Mais vous terminez votre livre sur une certaine valorisation d'une approche historique contrefactuelle. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, oui. Dès que si le mur de Berlin n'était pas tombé, ou si oui, en gros, Irga Rechler avait pris le pouvoir, etc. Oui, non, effectivement. Mais Elisa adore parler de ça, je te laisse. Non, juste pour expliquer ce que c'est l'analyse contrefactuelle en histoire, c'est quelque chose avec lequel d'ailleurs tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est en gros dire quels étaient les autres futurs possibles, les futurs non advenus. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si le nez de Cléopâtre avait été plus court, si Napoléon avait gagné Waterloo, j'en sais. Et là, qu'est-ce qui aurait pu se passer? En fait, on se rend compte que les récits des gens recueillis, c'est aussi des gens qui disent qu'est-ce qui aurait pu se... Il y avait d'autres futurs possibles de la RDA que d'être intégré dans la RFA. Et donc c'est ça l'analyse contrefactuelle, c'est de se dire qu'il n'y a pas de déterminisme en histoire, il n'y a rien qui fait qu'on va nécessairement d'un point A à un point B, et que donc peut-être on peut imaginer d'autres futurs possibles. Et ça sert à se dire, après tout, ils ne sont pas advenus en 90, peut-être qu'ils peuvent au moins en partie advenir aujourd'hui. Par exemple, sur le rapport au travail, par exemple sur la place des femmes dans la société, etc. Donc il ne s'agit pas de vouloir revenir du tout à l'ancien système de RDA, mais de se dire certains possibles non advenus mériteraient peut-être qu'on les reconsidère aujourd'hui. Et on n'a pas pu, en 89-90, écrire une nouvelle constitution. Il fallait aller plus vite. Enfin, je ne sais pas si on aurait pu le faire ou pas, mais en tout cas, on ne l'a pas fait. Et du coup, on n'a pas pris le temps de réfléchir à comment on définit le droit de la nationalité, comment on définit le droit de l'avortement, comment est-ce qu'on définit le droit au logement, le système de santé, toutes ces choses-là où on a simplement repris pratiquement entièrement le modèle de RFA pour aller vite. Et c'était peut-être souhaitable d'aller vite. En effet, il y avait une petite fenêtre ouverte parce que Gorbatchev était au pouvoir, mais elle aurait pu se refermer. Quand on se replace dans les conditions d'avant, c'était peut-être une bonne chose d'aller vite, en effet, parce que c'était possible à ce moment-là de réunifier et ça aurait pu ne plus l'être. Mais voilà, le fait de faire comme ça, de ne pas rédiger une nouvelle constitution, ça veut dire qu'il y a ces possibles non advenus et sur lesquels on peut réfléchir aujourd'hui, 30 ans après, peut-être aussi parce qu'on a le recul. On peut voir les erreurs qui ont été faites. Donc voilà, c'est ça le raisonnement contrefactuel, c'est de se dire quels sont les si qui auraient été possibles. Oui, et qui reprennent effectivement un petit peu les éléments que vous interviewez, ont mis en avant. Ça aurait été bien de garder ça, cet élément-là. Et effectivement, ça se retrouve. Non, j'ai bien aimé votre fin. Oui. Enfin, non seulement, mais voilà, parce qu'effectivement, c'est un peu en écho avec. C'est possible. C'est en écho avec les entretiens, en fait. Oui, voilà. C'est quelque chose qui revient systématiquement. Voilà. Et du coup, oui, il fallait finir là-dessus, c'était obligé. Voilà. On commence Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oula, oui.
Est-ce qu'il y a un micro? Oui. Là, il y avait deux. Oui, je vois mal aussi, mais. Savoir qui... Voilà, il y a là devant Anne Saint-Sauveur. Oui, voilà. Alors, je me permettrai de... Juste une question ou une remarque sur l'art qui était quand même très politisé. C'est pas pour rien qu'on a trouvé et mis en valeur pour le public, malheureusement très restreint, dans les caves de l'Académie des Kunst, des œuvres qui ont été faites pas pour le public et pas pour pour le parti. C'était là vraiment les artistes ont pu faire. En haut, j'ai trouvé le symbole magnifique. En haut, ils faisaient la culture naturelle ou ce qui était demandé. Et dans la cave, c'était leur œuvre personnelle. Oui. Oui, non, c'était un art très politisé, ça c'est sûr. C'était un art en effet, qui était... qui s'épanouit. Il y avait des petites niches de liberté, comme vous dites. Donc à la cave, c'est vrai que le symbole est intéressant en dessous, en fait. Sous les yeux de la censure ou par-dessous les normes contraignantes du réalisme socialiste et du... Mais plus généralement, il y a pas mal d'artistes après le tournant, après la 22, qui justement ont regretté un peu ont presque regretté la contrainte, parce que c'était aussi ce qui permettait qu'il y ait justement des niches, des espaces de liberté. Et quand il n'y a plus la contrainte, justement, en fait, d'une certaine façon, la notion de subversion, elle enfonce des portes ouvertes dans une société sans censure. Et donc, d'où ce regret un peu. Alors, bien sûr qu'il y aurait des choses... il y a des raisons d'être scandalisé par beaucoup de choses encore à l'Ouest, mais il y a plus justement cette dichotomie entre... alors, un cadre imposé, très strict, politique, et puis essayer de jouer sur les marges, dans les caves, etc. Ou je pense à toutes les représentations de théâtre qui avaient lieu sur un bout d'escalier, etc., dans des appartements privés, des galeries comme ça, un peu sauvages, entre guillemets. Et tout ça n'a plus de raison d'être, en fait, dans une société ouverte et sans contrainte. Donc, d'où une certaine nostalgie paradoxale, hein, pour le côté favorable à la création que représente parfois la contrainte. Ça se voit dans le cinéma iranien aussi aujourd'hui, par exemple, en fait. Il y a plein d'exemples de ça qu'on pourrait développer. Alors, on va peut-être prendre plusieurs questions. Il y avait Anne. Oui. Juste une remarque pour montrer combien la RDA est encore une insulte. Il y a 3 jours, le Gauland a... J'entends rien du tout. Ah. C'est peut-être les limites. Là, ça doit marcher maintenant? Non? Ça va? Oui, super. D'accord. Juste là, une remarque de Gauland il y a 2 jours en réponse à la chancelière au Bundestag qui annonçait les nouvelles mesures de protection pour le corona. Ah, on voit que vous avez été socialisé en RDA. On voit le passé de la RDA. Donc c'était une insulte encore. Donc j'ai une question concernant la méthode. Vous dites que d'abord, je voulais vous dire que j'avais énormément apprécié le livre, qui fait un très bon mélange d'une approche historique, méthodologique, et puis d'entretien tout à fait intéressant, parce que c'est quelque chose qui est très précieux, l'histoire du quotidien. Alors, une question sur la méthode. Vous avez dit que vous avez fait 30 entretiens, vous n'avez retenu que 20. J'aimerais savoir quels étaient les critères de sélection. Et puis, deuxième question sur l'approche nuancée du livre et du passé. Je trouvais que c'était nuancé sur les femmes. Vous montrez bien qu'il ne faut pas idéaliser le patriarcat, etc. Il n'y avait aucune femme dans le Politburo. Sur la Stasi, j'ai trouvé qu'il y en avait 2. Il y avait une famille où il montrait bien la bombe à retardement, le tabou de la Stasi. Ça, c'est donc ma question porte là-dessus, où 2 fils ont appris au bout de 20 ans que leur père était collaborateur de la Stasi. Et il y en a un autre, alors un Stasi pur et dur depuis, qui s'appelle Siegfried. Il faut que vous prénommez Siegfried, qui a été à la Stasi depuis 18 ans. C'est des pseudos à chaque fois. Hein. Voilà, et qui était très fier d'avoir lutté contre les malfaiteurs, ce qu'il appelle les malfaiteurs,
et qui n'a absolument aucun regard critique sur son passé. C'est très, très frappant. Et je me suis demandé si parfois vous n'idéalisiez pas certaines choses quand vous disiez que le parti a été capable d'évoluer par rapport au rock. Par exemple, ils ont favorisé un rock allemand. Moi, je me souviens très bien avoir passé la frontière jeune étudiante en 1974 avec ma 4L et avoir été fouillée de fond en comble. Toute une partie toute la documentation qui venait de l'Ouest a été balancée à la poubelle et ma cassette des Beatles, mon unique cassette des Beatles, a été confisquée. Je n'ai pu la récupérer que le soir. Donc, je me dis, est-ce que vraiment il y a eu une évolution par rapport au rock, par exemple, voyez, et à tout ça. Je me suis demandé quel était le regard critique de certains participants et éventuellement de vous sur ce passé-là. Voilà. Bon. Sur le rock, rapidement, alors la première réaction du SED, ça a été de se dire, pour contrer les Beatles, en gros, mais contrer globalement le rock de l'Ouest, on va développer un rock est-allemand. Ça n'a pas été très concluant. Et du coup, petit à petit, en fait, mais ça, c'est des ajustements. Petit à petit, en fait, ils ont accordé dans les discothèques, c'est un certain pourcentage qui était la chose qui était parfois aussi affichée, qui ne correspondait pas à la réalité. On passait en réalité parfois des choses qui n'étaient pas prévues dans la liste de choses qu'on déposait officiellement. Enfin, il y a des arrangements comme ça un peu au quotidien. Je ne suis pas une spécialiste du rock est-allemand, mais je sais que, en gros, ils sont passés du projet de développer un rock est-allemand qui ferait concurrence aux Beatles à, bon, on va être un peu plus modeste, finalement c'est pas si simple quand même, les Beatles c'est un sacré truc, on va avoir du mal à lutter, et donc ils ont fini par petit à petit s'adapter, comme sur plein de sujets en fait, par petit à petit s'adapter. Et pour moi c'est une autre question, Siegfried, qui lui est en effet une exception dans le panel, mais ça Agnès en parlera mieux que moi. Une exception parce que c'est le seul, d'abord c'est le seul qui était à la Stasi, et puis c'est le seul qui n'a que, en effet, très peu de regard critique sur la RDA, et qui, pour lui, 89 c'est une contre-révolution. Il le dit comme ça. C'est-à-dire, la chute du mur, c'est vraiment un retour en arrière. Il a été... Enfin, tu veux peut-être... parler de lui, c'est toi qui l'as interviewé pendant 7 heures, Agnès. Alors, il y a beaucoup de questions, j'ai l'impression, donc voilà, d'accord. Des réponses concises. Oui, alors, concises. 30, 20, 30, des raisons pragmatiques, surtout des raisons de temps. Faut savoir que ce livre, ces entretiens, tout ça, on l'a fait à côté du reste. Et donc, il y a... Les critères, je dirais que c'est peut-être que les 10 entretiens que nous n'avons pas intégrés avaient tendance à confirmer ce que d'autres disaient. Donc c'était pour éviter une certaine répétition et pour garder ceux qui nous avaient peut-être le plus frappé. Enfin, voilà, je pense que c'est pas... Après, bon, c'est pas un projet de recherche où on a eu 3 ans, des moyens, etc. pour le mener, quoi. Enfin, maintenant, par rapport à, peut-être vite fait sur Siegfried et son manque, oui, enfin, moi j'ai rarement entendu des anciens officiers de la Stasi, j'en ai interviewé pas mal aussi, se remettre en question. Hein. Bon, on sent que c'est très délicat. Maintenant, Siegfried, ce qui me frappait dans son histoire, c'est que, enfin, on sent qu'il y a une autocensure quand même. On sent que ce sont des... Enfin, en tout cas, c'est un homme qui... Bon, en plus, il faut souligner qu'il a fait la traque aux nazis. Et ça, il m'en a parlé pendant 2 heures. Et il est profondément marqué parce qu'il a vécu à ce moment-là, quand il a fait incarcérer notamment celui qui était dans le ghetto de Varsovie. Le nom m'échappe. Mais... comment dire, à quel point cet homme est formaté quelque part par cette vision manichéenne de la vie, quoi. Mais on sent, il dit 2 fois que
avec une grande amertume et sans oser, enfin de manière très très allusive, à quel point finalement il a sacrifié son amour de jeunesse et sa passion pour l'aviation, pour la Stasi, et on sent que c'est une plaie qui est encore béante, quoi. Mais bon, ça va pas plus loin. Oui, parce que c'était interdit l'aviation. On avait peur que, quand on était à la Stasi, que quelqu'un passe à l'ouest. Interdit ça. Mais effectivement. Tu peux peut-être prendre plusieurs. Oui, voilà, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Mais effectivement, dans le livre, peut-être la réaction d'Anne, c'est vrai que comme c'est posé à côté des autres entretiens et avis, en fait, effectivement, quand quelqu'un dit la RDA, ça aurait valu la peine de maintenir ça, ça et ça, c'est vrai que quand on arrive à Siegfried, bon, vous prenez quand même vos distances, mais ça fait bizarre de le lire comme ça de la part d'un officier de la Stasi, effectivement, qui forcément a un regard absolument pas critique. De donner la parole à tout le monde, entre guillemets, enfin de pas décider comme ça, de puis, laisser de côté certaines... Et puis c'était un témoignage important sur l'antifascisme, en fait, de RDA. Et le fait qu'il y avait une forme d'adhésion à la RDA qui était liée à l'antifascisme, à la volonté de racheter les crimes nazis en construisant la société socialiste pour se racheter, si tant est que ce soit possible. Mais donc ça, c'était un témoignage important sur l'antifascisme. Voilà. Alors là, effectivement, on va prendre plusieurs questions. Alors moi, je ne vois pas très bien parce que comme la salle est dans l'ombre, alors là... On voit rien. Bravo pour ce que vous avez fait. C'est formidable. J'aimerais bien parler d'un aspect que je découvre actuellement, la société de la DDR à travers du 7e art, c'est-à-dire du cinéma. Si on veut connaître la RDA, si on veut la connaître artistiquement, socialement, humainement, culturellement, il faut voir des films de la DEFA, c'est-à-dire les films de l'Allemagne de l'Est, de la DDR, à partir de Staude, Metzig. Et toute cette gamme de ces gens-là, Staude, Metzig, Karoff, Klein, Wolf, Simon, etc., nous montre d'une manière formidable ce qui était la RDA. Et chaque fois, il s'échappe. Il parle à travers des images. Il doit se plier aux chicanes, à la Stasi, à la idéologie, à toute une connerie idéologique. Ici, extrême gauche, comme avant, c'était extrême droite sur toute l'Allemagne. Avec la différence, l'Allemagne nazie n'a jamais pu créer un cinéma qui montre humainement la société. Mais la RDA, il y a les films de la DEFA, ils l'ont fait. Et le haut commissaire soviétique, qui a décidé, sous l'ordre de Staline, de créer immédiatement une structure cinématographique sur la zone occupée, était à l'origine d'un miracle de cinéma. Et je conseille à tout le monde, on peut les acheter, c'est dans le commerce, de faire venir les 25 ou 30 films les plus importants, en noir et blanc en grande partie, pour voir à travers de ces images, de ces démarches, de la dramaturgie, etc., ce qui a été la RDA dans sa richesse, dans son idéologie, dans son côté coincé politiquement, dans son côté humain et artistique. Est-ce que dans votre démarche, dans ce que vous essayez de montrer, d'expliquer, de sauver de la RDA, cette 7e art, qui est quand même hautement culturel et artistique, en fait partie. Alors. Encore une question idiote, est-ce que les livres n'existent qu'en allemand ou en français ou dans les deux langues? Question. En français. Bon. Le livre existe en allemand ou en français, ou les deux? En français. Que en français? Oui. En français, et il est en train d'être lu par un éditeur allemand. D'accord. Je ne peux que recommander. Très bien. Alors, question cinéma, une autre question. Alors, derrière et après là, où?
Alors, juste une brève remarque concernant le cinéma. Vous savez que beaucoup de films ont été, tant qu'ils étaient... Non. Alors, juste une seule remarque concernant le cinéma. Oui, d'accord. Il y avait pas mal de films qui étaient un tantinet critiques, qui ont été carrément interdites, qu'on peut voir aujourd'hui à la télévision allemande. Juste une remarque, vous avez dit que les historiens ouest-allemands comparaient la RDA au régime nazi, c'est totalement inexact. Aucun historien sérieux ouest-allemand n'a jamais comparé. Ils ont comparé quelques éléments des dictatures. La RDA est un pays à parti unique et un État policier. Ça, vous ne pouvez pas nier. Juste pour revenir à l'histoire de la femme, de la dame qu'il a mentionnée tout à l'heure, c'était une femme écrivain qui était mariée avec un homme. Elle avait des enfants avec cet homme. Après la chute, elle a découvert qu'il travaillait pour la Stasi. Alors, vous avez parfaitement raison de parler de la difficulté de la transition industrielle, c'est le terme économique, extrêmement difficile en RDA. Vous avez parfaitement raison, avec toute les douleurs associées à cette transition. Mais elle n'est pas uniquement typique pour la RDA. Ces transitions mutuelles ont eu lieu... Est-ce que vous pouvez, excusez-moi, mais oui. il faudrait poser des questions. Oui. Des questions. La question est, est-ce que vous êtes conscient du fait que ces transitions ont existé, par exemple, dans tous les pays industriels, mais avec la grande différence, ils étaient sectoriels et n'avaient pas lieu dans tous les secteurs en même temps. C'était ça. Je rappelle la sidérurgie, le charbonnage, juste pour mentionner les trois, le textile. La différence était... Voilà, merci. Enfin, on les laisse répondre. Très bien exprimé par le terme accélération. Toute l'industrie était transformée en même temps. Voilà. Donc, une troisième question. Non, il y avait une autre question là. Ce que vous avez oublié, c'est que malgré la souffrance, le gouvernement a mis en place un vaste programme de soutien matériel, de formation, etc. Oui, on ne pourra pas rentrer dans les détails. En fait, il y a d'autres personnes qui voudraient poser des questions, s'il vous plaît. Un peu faussé, c'est important de dire que les gens ne sont pas tombés dans la pauvreté, ils ont été soutenus. Monsieur, ce n'est pas une question. Bon, là. D'accord. Bonsoir mesdames, merci pour vos interventions, c'était très très bien, merci. Vous avez parlé de rupture biographique, vous avez parlé aussi de dévalorisation de la RDA, et j'aurais aimé savoir comment se sont intégrés ou même réhabilités les anciens cadres de l'administration d'État durant 1990, 91, même voire jusqu'à 1995. Je vous remercie. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une quatrième question? Sinon, on répond. Allez-y. Elisa? Ah non, il n'y a pas, oui. Est-ce que je commence, Agnès, sur le cinéma, alors nous, on n'a pas beaucoup utilisé le cinéma comme justement, c'est une source de connaissances sur la RDA. D'autres le font très bien, comme Caroline Moine, etc. D'utiliser le cinéma comme justement comme source pour le travail d'écriture de l'histoire. Donc je suis entièrement d'accord sur l'importance de ça, de tous ces films de la DEFA. Voilà, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose de plus. Si, enfin, c'est absolument passionnant et je peux, comme vous, encourager tout le monde à regarder les 25-30 meilleurs films, ceux qui sont interdits, aller en archive, visionner ceux qui n'ont pas été publiés.
Et puis, moi, ce que je trouve passionnant comme source aussi, ça j'utilise régulièrement, ce sont les reportages faits en RDA par des élèves qui apprennent le cinéma. Ça aussi, on apprend énormément de choses. Et peut-être au lieu que de regarder aujourd'hui les grands films qu'on nous fait sur la fuite, sur le mur, sur la Stasi, regarder effectivement des films qui ont été tournés par la DEFA de l'époque, et puis de regarder vraiment, y compris dans les cours qu'on fait avec les élèves, plutôt retourner aux sources que de s'appuyer sur des films commerciaux. Alors, la deuxième question, concernait la transition dans d'autres pays industriels. Oui. Oui, non. La transition, de toute façon, il y a eu dans tous les pays européens, aux États-Unis, mais c'est... je pense que ce qu'a vécu l'Allemagne de l'Est n'est en ce sens pas est exceptionnel par rapport à ça, parce que la transition, le changement se fait absolument à tous les niveaux, tous. Comme je disais, comme on disait tout à l'heure, juridique, économique, langagier, privé, et scolaire, bref, c'est la vie dans toutes ses facettes qui est transformée. Oui, et puis contrairement aux autres démocraties populaires, elle entre d'un coup dans l'UE, dans l'OTAN tout de suite. C'est très différent, bien sûr. Et on n'a pas oublié les programmes de soutien du tout. Il y a les différents programmes de soutien à l'infrastructure est-allemande, les programmes de formation, d'aide. Non, ça joue un rôle très important, au contraire. On n'oublie pas ça du tout. Alors, c'était la rupture biographique et les cadres, l'insertion des cadres après 90, cadre est-allemand. Donc, en gros, que sont devenus les gens de la Stasi, c'était ça, non, mais... Ouais. Alors, là, c'est difficile de répondre globalement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu... Il y a eu globalement un problème de reconnaissance, souvent des diplômes de certains chercheurs, par exemple, qui travaillaient dans les universités, etc. Le phénomène est particulièrement massif pour les chercheurs et les chercheuses. Et c'est valable dans à peu près dans beaucoup de domaines. En fait, il y a eu des commissions chargées de décider si la personne s'était compromise ou pas avec le régime. Et parfois, même si la commission recommandait de garder la personne, elle s'est retrouvée quand même à perdre son emploi. C'est arrivé très fréquemment. Donc ça aussi, c'est vécu comme une injustice collective importante, à juste titre. Voilà. Et c'est quelque chose sur lequel on n'est pas revenu beaucoup après, parce que c'était évidemment trop tard pour revoir ça. J'ai répondu à votre question ? Ok. Ouais. Alors, Henri Ménulier. Oui, je voudrais poser une question à Agnès et à Elisa, un peu politique. Quel est selon vous le rapport d'Angela Merkel à la RDA ? Comment le voyez-vous ? C'est quand même une belle réussite qu'une Allemande de l'Est soit devenue chancelière et ait tenu aussi longtemps à la tête du gouvernement. Oui. C'est quelque chose. Oui, ça c'est incontestable. C'est le seul pays en Europe à avoir une telle stabilité. Quelqu'un qui est réélu 4 fois. En même temps, Angela Merkel, c'est quelqu'un qui n'a jamais mis en avant beaucoup le fait d'être allemande de l'Est, qui n'a jamais travaillé avec beaucoup de ministres est-allemands. Là, dans le gouvernement actuel, il n'y en a qu'une. Et donc, c'est pas forcément quelque chose. Enfin, elle revendique pas beaucoup son statut d'allemande de l'Est. C'est quelque chose qu'elle a même tendance à un peu faire oublier. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'elle a utilisé électoralement. Elle est allemande de l'Est, mais elle n'a pas. Elle n'a pas profité de sa position de chancelière pour justement favoriser l'entrée en politique d'Allemands de l'Est ou son gouvernement parle déjà beaucoup, je pense, le fait qu'il y ait une seule ministre
à un ministère considéré comme assez peu stratégique, je ne sais plus comment il s'appelle, le ministère de la jeunesse, et comment elle s'appelle le ministère exactement de Francisca Kizé, je ne sais plus, mais enfin un ministère, c'est pas le travail ou les finances, quoi, c'est un ministère un peu moins stratégique, et c'est la seule allemande de l'Est, et le gouvernement précédent c'était carrément 0 allemande de l'Est. Donc pour moi c'est une belle réussite individuelle, mais globalement il y a c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'il y a quand même très peu, globalement, d'Allemandes de l'Est qui ont réussi à faire carrière en politique après 1990. Il y a Angela Merkel qui est une exception, il y a Wolfgang Thierse qui est une exception importante, il y a quelques exceptions importantes, Joachim Gauck, etc. Mais globalement, les Allemands de l'Est ont très peu fait carrière en politique. Et Wolfgang Thierse l'explique en disant... C'est parce que justement, on a passé les années 80 à imaginer un monde parfait, à réfléchir à la transition, etc., à se projeter dans des réformes, qu'après, ça a été très dur d'accepter la politique telle qu'elle est vraiment, c'est-à-dire le fait de devoir faire des compromis avec d'autres partis, le pragmatisme, d'avancer petit pas par petit pas, quand on a justement trop rêvé d'un modèle de société idéal. Il explique comme ça, lui, le fait que beaucoup d'Allemands de l'Est, qui pourtant étaient politisés, finalement aient renoncé à la politique après la transition, pour expliquer qu'il y ait si peu d'Allemands de l'Est en politique, parce qu'en effet, Angela Merkel, elle est quand même vraiment une exception. Après, il y a eu un moment intéressant par rapport à cette femme qui fait très peu d'allusions à son passé est-allemand, enfin en tout cas de RDA. C'est en mars, au moment du confinement, du lockdown, et dans son discours, elle fait carrément allusion à la dictature, et en disant elle le dit pas comme ça, mais on sent que c'est son horizon de référence, et qu'elle ne se voit pas interdire aux citoyens allemands de sortir de chez eux. Et c'était très touchant. Bon, c'était une femme et une scientifique. Je vous remercie toutes les deux dans ce cas. Agnès sur l'écran, Elisa.